Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions vu comment était calculé le taux de croissance et le PIB. Donc voilà, en gros, la formule pour calculer le taux de croissance. On voit donc que c'est un taux de variation pour le PIB. On avait aussi vu plus en détail comment était mesuré le PIB, comment est-ce qu'on pouvait écarter l'influence de facteurs qui pouvaient donner qui pouvaient tromper dans la mesure du PIB et donc fausser les comparaisons. Alors, si vous regardez sur internet, vous trouvez peut-être dans des manuels ou d'autres cours de SES, vous verrez qu'on peut calculer le PIB à partir de 3 approches, par les emplois, par les ressources ou par les revenus. Je ne suis pas entré dans le détail à ce niveau-là, parce que j'ai estimé que c'était globalement pas très nécessaire, pas très important, et donc un peu compliqué. C'est pas très compliqué, mais ça me semble surtout pas être assez important pour que je l'ai inclus dans mes cours. Donc, dans la vidéo précédente, on avait parlé du PIB, comment est-ce qu'il est mesuré. Il faut bien comprendre que le PIB, c'est un indicateur central, à la fois pour mesurer le niveau de vie d'une population, d'un pays, notamment à travers le PIB par habitant, aussi la puissance économique d'un pays et éventuellement aussi son développement. Néanmoins, il faut se rendre compte que même si c'est utilisé comme un indicateur notamment de développement, à l'origine, justement, ça ne mesure pas ça, et par conséquent, il y a des raisons pour lesquelles c'est utilisé comme un indicateur de développement, comme une approximation pour mesurer le développement, mais on va voir aussi dans cette vidéo qu'il y a des limites à cette approche. Une première façon de répondre à la question « Le PIB est-il un bon indicateur de bien-être et de développement ?» c'est tout simplement de dire « Oui, le PIB est un bon indicateur de développement ». Et on va voir quelles sont les raisons qui permettent d'affirmer cela. Globalement, le PIB, puisqu'il mesure la richesse créée au cours d'une année, il indique les ressources dont un pays dispose pour satisfaire ses besoins, que la satisfaction de ses besoins passe par le secteur privé ou par le secteur public. Mais clairement, plus vous avez un PIB important, plus vous avez de ressources que vous pouvez utiliser ensuite de différentes façons. Donc, notamment, un PIB plus important permettra d'avoir des ressources fiscales plus importantes pour ensuite justement les utiliser pour les différentes politiques publiques que vous estimez nécessaires. Par exemple, sur la question de la transition énergétique. En dehors même de la question des ressources fiscales et des politiques publiques, puisque le PIB, notamment le PIB par habitant, est une mesure du niveau de vie de la population, il permet justement de savoir quelles sont les ressources dont la population dispose pour satisfaire ses besoins privés, pour consommer, et donc notamment, finalement, augmenter le PIB est encore le meilleur moyen, le plus simple, le plus rapide et le plus efficace pour réduire la pauvreté. Donc ça, en gros, c'est l'argument le plus important pour les défenseurs et les défenseuses du PIB, cette idée que plus vous avez un PIB important, plus vous aurez de ressources, et ensuite vous êtes libre de disposer de ces ressources comme vous voulez. Vous pouvez avoir des pouvoirs publics importants ou pas importants, vous pouvez justement avoir des politiques qui vont essayer de corriger les inégalités, d'améliorer le logement, de protéger l'environnement. Mais toutes ces politiques ont besoin d'être financées. Vous ne pouvez pas faire de politique sans financement et finalement, justement, augmenter votre PIB permet de financer ces politiques. On peut aussi noter, c'est un argument plus marginal mais qui quand même compte, que le PIB est un indicateur simple, c'est un chiffre, utilisé dans le monde entier depuis en gros la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le PIB est mis au point aux États-Unis par un économiste qui s'appelle Simon Kuznets dans les années 30, et c'est globalement vers la fin et après la Seconde Guerre mondiale qu'il se généralise dans le monde entier comme indicateur de production. Donc ça peut sembler être un argument pas très important, mais finalement ça compte, puisque vu que cet indicateur est à la fois simple et utilisé depuis longtemps partout, c'est très difficile de le détrôner et d'essayer de mettre en place un indicateur alternatif. Vous avez plein d'indicateurs alternatifs au PIB qui ont été mis au point.
pour essayer de mieux prendre en compte les choses que le PIB ne prend pas en compte, justement pour essayer d'avoir une meilleure idée du développement d'un pays. Mais ces indicateurs déjà restent limités. À chaque fois, vous avez des défauts pour chacun de ces indicateurs. Et généralement, plus un indicateur va être complet, plus il va prendre de choses en compte, plus il sera compliqué, contrairement justement au PIB. Donc ça, forcément, ça compte en réalité beaucoup. Mais il faut garder à l'esprit que certes, le PIB est un bon indicateur de développement, mais que ça reste un indicateur limité et imparfait. Que, comme je l'ai dit, de nombreuses choses ne sont pas mesurées dans le PIB, qui pourtant influencent le développement d'un pays et le bien-être de sa population. On peut par exemple noter que le PIB prend en compte toutes les dépenses, peu importe que ces dépenses soient source de bien-être ou non. Donc, typiquement, quelqu'un qui essaye de noyer sa tristesse et son malheur dans l'alcool, tout l'argent qu'il dépensera pour acheter de l'alcool, ça comptera dans le PIB. Alors que quelqu'un qui est heureux et qui se contente de courir dans son quartier, son activité de jogging ne sera pas comptée dans le PIB. Le PIB ne prend pas en compte justement les activités qui sont créatrices de richesse, mais qui ne donnent pas lieu à des dépenses, en tout cas pas à des dépenses enregistrées. Il ne prend pas en compte le travail domestique, tout ce qui est corvée, etc., ou l'économie souterraine. Donc, typiquement, vous faites le ménage chez vous, ça ne compte pas dans le PIB. Par contre, vous payez quelqu'un pour le faire, ça va compter dans le PIB. Alors qu'on va considérer qu'après tout, on peut très bien considérer que voilà, le résultat est le même, le ménage est fait chez vous, mais il y a un moment où ça va être compté, ça va être considéré comme créateur de richesse, et une autre fois non, même si le résultat final est le même. Sur l'économie souterraine, donc on a tout ce qui n'est pas déclaré, ce n'est pas forcément des activités illégales, ce n'est pas forcément du trafic de drogue par exemple, ça peut être tout simplement tout ce qui est travail au noir. Donc là, si vous payez quelqu'un pour faire un ménage chez vous, mais que vous ne déclarez pas cette activité, que c'est juste donc au noir, ce ne sera pas compté dans le PIB. Donc voilà, typiquement, vous avez trois situations. Vous faites le ménage vous-même, vous payez quelqu'un pour le faire et vous déclarez cette dépense, ou vous payez quelqu'un pour le faire mais sans le déclarer. C'est trois fois à peu près finalement des situations similaires avec le même résultat, mais qui influencent le PIB de façon différente. On peut aussi noter que le PIB n'est pas pénalisé par certaines activités négatives, typiquement tout ce qui est accident, dégâts sur l'environnement, mais qui augmente grâce à ce qu'on va appeler les dépenses défensives ou en gros réparatrices. Donc un accident, le fait qu'il y ait beaucoup d'accidents par exemple dans votre pays ne va pas directement impacter le PIB, indirectement évidemment ça peut l'impacter, mais directement ça ne va pas pénaliser le PIB. Par contre, le fait que du coup vous avez une forte activité des secteurs hospitaliers sur les accidents routiers, que vous ayez une forte activité au niveau du dépannage, etc., cela sera pris en compte dans le PIB et va augmenter le PIB. Même chose, votre activité économique provoque des dégâts sur l'environnement, cela ne pénalise pas le PIB. Par contre, si vous avez des secteurs d'activité qui sont spécialisés dans la réparation de ces dégâts, par exemple dans le traitement des eaux, cela va augmenter le PIB. Donc, finalement, on peut se dire, pour augmenter le PIB et des accidents, faites des dommages à l'environnement, mais réparez-les ensuite. On comprend bien évidemment l'absurdité de cette logique. Donc vous avez en gros des éléments qui sont source de bien-être sur l'état de l'environnement, sur les inégalités, etc., qui ne sont pas pris en compte dans le PIB, et d'autres à l'inverse qui peuvent être considérés comme source plutôt de mal-être, des freins au développement qui vont augmenter le PIB. Ce qui peut expliquer que globalement, vous avez un lien entre le PIB par habitant d'un pays et le bien-être de sa population, mais que, à passer un certain seuil, jusqu'à on arrive avec un PIB assez développé, on n'observe plus du tout de lien. Peu importe que finalement le PIB augmente ou diminue,
que le PIB soit plus important en France, aux États-Unis ou au Danemark, ce classement du PIB ne permettra pas d'avoir un classement du bien-être de la population. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin, le fait que, à partir d'un certain seuil, il n'y a plus de lien, plus de corrélation entre le PIB par habitant et le bien-être de la population. Pour essayer de répondre aux limites du PIB, pour essayer d'avoir une meilleure vision du développement d'un pays, des indicateurs alternatifs ont été élaborés. Et le plus connu d'entre eux, c'est sans aucun doute l'IDH, l'indicateur de développement humain. Donc je le mentionne parce que ça me semble être important de savoir que justement il y a d'autres indicateurs que le PIB. Et donc je présente le plus connu, vous en avez plein d'autres. Mais en l'occurrence, l'IDH n'est pas au programme de terminale. Il était dans l'ancien programme, ce n'est plus le cas là. Mais juste que ça me semble être important, je le mentionne quand même. Donc en gros, l'IDH, c'est un indicateur de développement qui est mis au point par le Programme des Nations Unies pour le développement en 1992. Cet indicateur, il se fonde sur 3 éléments. Le revenu national brut par habitant, donc on est sur quelque chose qui est globalement assez proche du PIB, comme je l'ai dit, sauf pour quelques pays, mais qui mesure globalement le niveau de vie et de richesse des habitants d'un pays et des habitantes. Vous avez la santé qui est mesurée par l'espérance de vie de la population à la naissance. Et vous avez le niveau d'éducation qui, en réalité, contrairement à ce qui est affiché sur ce tableau, est mesuré de 2 façons. À la fois ce qu'on appelle la durée attendue de scolarisation. Donc en gros, c'est la durée moyenne de scolarisation pour les personnes qui commencent leurs études au moment où on a mesuré l'IDH, et la durée moyenne de scolarisation qui, elle, prend en compte du coup aussi les personnes qui ont arrêté leurs études depuis très longtemps. Donc généralement, la durée moyenne de scolarisation va être plus basse que la durée attendue de scolarisation, parce que vous avez dans la population des personnes âgées qui n'ont pas fait de longues études, parce qu'à l'époque, ce n'était pas quelque chose d'aussi fréquent que ça peut l'être aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les indicateurs alternatifs au PIB ont aussi des limites. Si on regarde par exemple sur la question de l'IDH, l'IDH ne prend pas en compte, en tout cas pas dans sa version de base simple de 92, les inégalités. Aujourd'hui, vous avez des versions de l'IDH corrigées des inégalités qui existent, mais dans l'IDH simple, ce n'est pas le cas. L'IDH ne prend clairement pas en compte les dégâts à faire sur l'environnement. Donc vous avez d'autres indicateurs qui ont essayé de se développer à nouveau pour répondre aux limites du PIB et l'IDH. Aucun d'eux clairement ne s'est imposé. L'IDH a clairement des avantages comme qui permettent d'être un rival sérieux face au PIB. Le fait que justement il a été élaboré par les Nations Unies, ce qui permet justement de le mesurer pour à peu près tous les pays. Le fait que l'IDH ont fait la moyenne du revenu national brut par habitant, de l'espérance de vie et de la durée attendue et moyenne de scolarisation. En gros, en considérant que donc le pays qui a le revenu national brut par habitant le plus élevé, il aura 1, et ensuite en fonction des autres pays on va les classer comme ça, et on fait un classement qui va donc de 1, où ce serait la situation parfaite, la personne qui serait le plus élevée dans les 3 secteurs, et on descend jusqu'à 0, où là c'est le niveau de développement donc, est plus faible, et vous avez justement des pays qui ont un revenu national brut faible, une espérance de vie faible et des durées de scolarisation faibles. Mais le fait que justement du coup ce soit regroupé dans un seul chiffre, compris donc entre 0 et 1, permet à nouveau de faire des comparaisons simples entre les pays. Globalement, on observe une corrélation entre l'IDH et le PIB, notamment parce que le revenu national brut par habitant est assez proche du PIB et il est pris en compte directement dans l'IDH. Donc c'est normal que plus vous avez un PIB par habitant élevé, plus vous allez avoir un IDH élevé. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que vous avez des pays où vous allez observer un décalage net. C'est le cas par exemple du Qatar, qui est le pays avec le revenu national brut par habitant
avec en termes de parité de pouvoir d'achat aux alentours de 116 818 dollars par an par habitant, mais qui n'est que 36e quand on compare l'IDH, parce que son espérance de vie et la durée de scolarisation sont plus faibles que dans les autres pays. Ce qui montre bien que clairement le PIB ou le revenu national brut, c'est un élément important pour le développement d'un pays, mais il ne mesure pas tout, et s'il offre des marges de liberté, notamment par exemple aux différentes sociétés, aux différents pouvoirs publics, pour mettre en place des politiques qui profitent à la population, ou simplement pour les populations de satisfaire leurs besoins à travers l'économie marchande. Ces besoins en réalité ne sont pas toujours satisfaits parce que par exemple les revenus peuvent être répartis de façon inégale, parce que l'État ne met pas en place des politiques qui profitent à la population, et donc cela peut se refléter par un niveau de développement qui est plus faible que ce qu'indiquerait votre niveau de PIB ou de revenu national brut. Globalement, toute cette partie sur justement le PIB comme indicateur de développement et les limites justement de cet usage du PIB, ce n'est pas non plus au programme en réalité, toute cette partie-là. Ça me semble être néanmoins important de la présenter, puisque le PIB est utilisé comme un indicateur central, puisqu'on va nous parler de la croissance économique, parce qu'en effet la croissance économique c'est important. Ça me semble être quand même aussi important de poser dès le départ le fait que oui, c'est important, mais c'est aussi un indicateur limité et qu'il ne faut pas se concentrer sur cet indicateur, qu'il faut avoir une vision plus large.